Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, pour cette avant-dernière conférence de la journée, nous allons évoquer un sujet d'innovation assez prégnant dans le secteur de la logistique qui est le jumeau numérique. Pour aborder ce sujet-là, on a décidé de faire intervenir des experts de différentes activités au sein du secteur qui vont venir nous donner leur définition de ce qu'est un jumeau numérique, la façon dont ça fonctionne, que ça peut apporter à différents niveaux tout au long de la supply chain. Et puis peut-être nous parler un peu de, comme on est dans l'experience room, de cas concrets, voilà, de cas clients, d'illustrations concrètes de ce que sont les bénéfices du jumeau numérique en logistique. Alors je vais vous laisser vous présenter tour à tour et puis présenter bien évidemment l'organisation que vous représentez. Marc, allez-y. Alors, bonjour, Marc Esposito. Moi, je suis directeur de l'innovation du groupe GSE. Donc, GSE, contractant général en immobilier d'entreprise. On construit beaucoup de bâtiments, dont une grande majorité de bâtiments logistiques. Et à travers l'innovation, on a une grande partie d'innovation digitale dont on va parler aujourd'hui. Bonjour, donc je suis Nicolas Fischer, je suis le directeur du développement de Stéréographe. Stéréographe est un éditeur de solutions logicielles qui permet de créer, valoriser et exploiter des jumeaux numériques dans l'immobilier. Et à ce titre, on propose bien évidemment donc, le logiciel TIA Suite, mais également une offre de valeur de services autour de ces jumeaux numériques, allant de la modélisation jusqu'à l'exploitation et à la maintenance de ces jumeaux. Bonjour, donc je suis Yann Jobert, je suis le président d'Alfi Technologies. Nous sommes une PME française, nous faisons des solutions de stockage automatisé pour l'industrie. Et dans le cadre de nos activités, donc nous livrons des transstockers grande dimension, multiproduits, notamment pour le secteur des matériaux de construction. Nous délivrons le jumeau numérique de nos lignes pour sécuriser l'investissement de nos clients, former les opérateurs sur leurs futurs outils de production. Bonjour, Benjamin Laffineur. Donc, moi, je suis responsable de l'innovation chez Logs. Logs est un 3PL. On a 43 sites en France, environ 1 250 000 mètres carrés. Et depuis 2022, donc, une marque du groupe de Ray. Donc, on a aujourd'hui 200 millions de chiffre d'affaires, 200 clients. Et donc on travaille le jumeau numérique, nous, plus pour la simulation de nos activités et apporter une solution logistique toujours plus personnalisée à nos clients et justifier des moyens qu'on met en œuvre et anticiper les variations de charges. Donc voilà, vous l'avez vu, hein, de l'industrie en passant par l'immobilier logistique jusque dans l'entrepôt. L'idée, c'est d'aller explorer un peu tous les enjeux et tous les atouts et les façons de mettre en œuvre le jumeau numérique. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans tout ce déroulé-là, moi j'aimerais qu'on revienne sur la définition de ce qu'est un jumeau numérique parce que fait un peu amusant, quand on a préparé cette conférence tous ensemble, on n'avait pas forcément tous les mêmes définitions. Donc je ne sais pas qui veut s'y coller en premier, mais voilà, peut-être que chacun expose sa vision de ce qu'est le jumeau numérique dans son activité. Allez, alors je commence. Dans la vision de l'immobilier, en fait, le jumeau numérique est extrêmement lié à ce qu'on appelle le BIM, le Building Information Modeling, c'est-à-dire la maquette numérique des bâtiments. Et une maquette numérique, c'est en fait une base de données des objets d'un bâtiment avec ce qu'on voit à l'interface graphique 3D, puisqu'on a quand même besoin de dessiner, de faire des plans, de faire des modèles, mais avec une vraie base de données derrière qui a comme objectif de vivre depuis le démarrage on va dire, des premiers coups de crayon jusqu'à, en théorie, la fin de cycle de vie d'un bâtiment. Alors, pour compléter ce que dit Marc, effectivement, et notamment dans le monde de l'exploitation des bâtiments et du patrimoine immobilier, aujourd'hui, nous, notre conception du jumeau numérique, c'est que c'est la représentation digitale d'un asset physique. Cette représentation digitale, forcément, elle a pour vocation, bien évidemment, d'apporter plus de valeur à toute la chaîne de l'exploitation immobilière, du propriétaire au gestionnaire technique, mais également en passant par les exploitants, voire les utilisateurs. Et pour ce faire, en fait, effectivement, on travaille autour du BIM d'exploitation, qui est un processus d'amélioration continue de la data dans le temps. Et ce processus, en fait, il va structurer, il va permettre de mettre en place une démarche
qui va permettre d'améliorer et de valoriser son patrimoine tout au long de son exploitation et de son cycle de vie, jusqu'à sa destruction. Alors, troisième définition. Alors, en fait, moi, j'ai 2 définitions de jumeaux numériques. Ah oui, on vient complexifier, déjà que vous êtes 4. Alors, il y en a 2, mais qui sont complémentaires l'une de l'autre. Nous, je vous rappelle, on fait des lignes, des fins de ligne automatisées ou du stockage automatisé. Donc, la première définition, c'est la représentation 3D virtuelle du futur entrepôt automatisé que l'on va pouvoir ensuite utiliser pour faire le déploiement de l'implantation, contrôler l'implantation avec nos clients, sa maintenabilité, son ergonomie, et puis ensuite simuler les flux au sein du jumeau numérique, et puis former les opérateurs, donc représentation 3D. Puis la deuxième définition pour moi, c'est le lot de données qui va remonter des capteurs, de l'IoT, de l'automatisme aussi. L'ensemble de ces jeux de données, pour moi, c'est également un jumeau numérique, mais qui va être plutôt pertinent dans la vie, dans l'exploitation de la ligne, une fois que celle-ci est installée. Voilà, donc deux définitions complémentaires. Et chez nous, encore une vision un petit peu différente. Nous, l'objectif du jumeau numérique, c'est d'avoir un outil prédictif, c'est-à-dire de travailler avec des données d'entrée et des ressources, de travailler avec des process qu'on choisit, qu'on met en place pour nos clients, et puis de simuler l'activité sur une période de temps, donc une période de temps qui peut aller de la journée jusqu'à l'année, et donc de vérifier sur une journée ou sur une semaine comment va se comporter l'activité en fonction des variations de charge dans la semaine, et est-ce que les ressources seront à risque, surchargées ou au contraire sous-exploitées. Et puis sur une année, voir un petit peu comment vont se comporter ces mêmes ressources avec la gestion des pics d'activité type Black Friday ou soldes, enfin ce genre d'événements commerciaux qu'on peut connaître pendant l'année. Donc l'idée, c'est d'affecter après, d'aller chercher comment affecter, comment déterminer quelles sont les meilleures ressources, quels sont les meilleurs volumes de ressources à proposer à nos clients. Alors, qu'est-ce qui vous réunit finalement? Là, vous venez chacun de donner votre vision, mais si on devait essayer de les faire se compléter ou les faire se réunir, qu'est-ce qui pourrait faire le point d'ancrage entre toutes ces visions? Je crois qu'on est dans le monde numérique déjà, donc ça veut dire qu'il y a un logiciel derrière à chaque fois. Je dis un logiciel, dans l'immobilier, c'est même beaucoup de logiciels, bien souvent, dont la difficulté, c'est qu'ils parlent tous ensemble, donc des logiciels interopérables. Il me semble que derrière, il y a aussi, quand on parle d'exploitation de vie, c'est des capteurs, des enregistreurs, des choses qui mesurent et qui remontent de l'information pour venir alimenter le jumeau numérique. Et puis certainement des process, parce qu'à un moment donné, tout ça, ça demande de la formation, de l'utilisation, et donc des process dont on n'avait peut-être pas l'habitude avant le jumeau numérique pour bien faire fonctionner tout ça ensemble. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que il y a une définition commune, on a plutôt des contraintes communes. Les contraintes communes, c'est qu'il faut assurer la confidentialité des informations, leur stockage et leur capacité à les utiliser, mais en respectant la propriété des données, puisque les données dans un jumeau numérique, elles appartiennent toujours aux clients. Nous, on est simplement des opérateurs. On est propriétaire des algorithmes éventuellement, mais les données intrinsèques, elles sont propriétaires de l'exploitant, de la ligne ou de l'entrepôt ou du bâtiment. Et donc, ce qui nous réunit, c'est qu'il y a des contraintes en termes cyber, en termes de propriété intellectuelle, qu'on respecte tous. Et ce que je voudrais dire là-dessus, c'est souvent une question qu'on nous pose en disant, mais typiquement, quelle est la propriété intellectuelle des données sur un jumeau numérique? La réponse est toujours la même. Maintenant, la profession a parfaitement calé le sujet en disant les données doivent être protégées et elles sont la propriété du client. Et le client ne paye que pour l'utilisation de l'algorithme qu'il y a derrière. Donc il n'y a plus de sujet là-dessus, et en tout cas c'est une vraie contrainte que nous respectons tous en la matière. Ce qui peut nous réunir également dans notre vision du jumeau numérique, c'est qu'au-delà de la 3D, qui est un élément de contexte et qui certes est quelque chose qui nous rapproche quand on parle de jumeau numérique, mais cet élément-là n'est qu'un élément de contextualisation, et c'est pas ce qui donne forcément le sens et la valeur à notre modèle. Ce qui donne le sens à notre modèle, qu'on s'attache
à une ligne de production, à un équipement, à un bâtiment. C'est vraiment de travailler sur l'usage et la fonctionnalité de nos clients. Et finalement, c'est ce qui va construire ce modèle, c'est ce qui va construire ce jumeau numérique autour de l'attendu client et autour d'un usage et d'une fonctionnalité. Toute la valeur du jumeau sera apportée dès lors qu'on va pouvoir prouver et justifier des ROI sur les axes attendus, quelle que soit la typologie de client, du propriétaire à l'utilisateur. Benjamin, Ouais, moi, je suis un peu à l'interconnexion de toutes ces situations. Avec le bâtiment, par exemple, on pourrait imaginer une simulation des consommations électriques avec le rechargement de nos engins, des choses comme ça. Comment est consommée l'énergie qui est générée avec des éoliennes ou avec des panneaux photovoltaïques, des choses comme ça. Après, sur toutes les lignes mécanisées, bien sûr, c'est aussi vérifier comment fonctionne la ligne et quelles sont les alertes qu'on peut avoir en fonctionnement, donc en temps réel. Donc ça va aider aussi nos exploitations. Aujourd'hui, toutes ces alertes, elles sont plutôt des alertes sur les parties maintenance, assez peu sur la partie exploitation, mais ça peut aussi nous permettre de fluidifier l'activité, donc d'obtenir les cadences qu'on cible. Voilà, donc moi, aujourd'hui, chez nous, le jumeau numérique, c'est encore un projet, hein. On est vraiment sur du concept. Pour autant, on l'a développé, on a quand même du physique et du concret. Mais aujourd'hui, les cas d'application, est-ce qu'on va pouvoir en tirer? C'est tellement nouveau. Nous, on travaille avec des chercheurs qui sont, c'est parfois un peu difficile de travailler avec eux parce qu'ils ont une vision tellement large de ce qui est possible que parfois on est obligé de les recentrer un peu sur les activités et sur le concret. Donc, voilà, aujourd'hui, nous, on est vraiment sur des perspectives et on en est à se demander comment on va pouvoir exploiter pleinement ce nouvel outil, quoi. Bon, on reviendra plus précisément sur votre partenariat du coup avec le CEA-Tech tout à l'heure. Marc, vous vouliez rajouter quelque chose? Je vous vois... Non alors, là, on a parlé de définition, vision. Concrètement, comment ça marche? Par quels moyens on met ça en place? Voilà, alors, on ne va pas rentrer trop dans la technique, on ne va pas faire peur à l'auditoire, mais comment ça fonctionne? Comment on met ça en place? Alors c'est vrai que le jumeau numérique, on a dit, il est 3D, il est visuel, et quand on travaille dans l'immobilier, c'est quand même la première chose qu'on veut voir, à quoi ça va ressembler. Et ça, c'est un des tout premiers usages qui est celui qui est le plus facile à concevoir et à valoriser, on va dire. Alors j'ai peut-être le premier slide qui peut passer si jamais on peut regarder, parce que la bonne nouvelle dans cette 3D, c'est qu'il y a aussi un monde à côté du jumeau numérique qui s'appelle le jeu vidéo et qui nous aide beaucoup à faire des rendus qui sont assez photoréalistes. Alors c'était plutôt celui d'avant. Mais effectivement, quand on lance, ça serait plutôt le slide d'avant, parce que ça, on est rentré dans la technique. Quand je parlais du 3D, c'est vraiment la partie visuelle, et voilà, de se rendre compte. Aujourd'hui, quand on fait un jumeau numérique, on est à quelques secondes de calcul d'ordinateur de ce que vous voyez, c'est-à-dire la possibilité vraiment de s'immerger à l'intérieur de ce jumeau. Et sur l'immobilier, ça a beaucoup de sens, parce que finalement, personne ne comprend ce que c'est que des plans quand ils sont en noir et blanc et en 2D. Et là, tout d'un coup, ça prend forme, et on travaille beaucoup avec ça. Après, il y a effectivement des sujets techniques. Dans les conceptions de bâtiments, on a des synthèses aussi qui peuvent se faire. Les logiciels viennent nous aider à faire des synthèses. Et puis il y a de plus en plus de sujets environnementaux. Aujourd'hui, la grande mode, c'est plus qu'une mode d'ailleurs, c'est un devoir de construire en bas carbone, de consommer moins d'énergie. Le jumeau numérique, on va dire que les logiciels, avant, on était obligé de remodéliser dans son logiciel de calcul thermique, dans son logiciel de calcul de matériaux, de carbone de matériaux, le bâtiment. Aujourd'hui, nos logiciels viennent se nourrir du jumeau numérique, ingurgiter l'information de ce jumeau numérique et sortir le résultat du calcul thermique, sortir le résultat de l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire du poids carbone des matériaux. Et quand on multiplie les calculs environnementaux, les calculs également financiers, c'est pas mal d'avoir un logiciel finalement qui va nous sortir les différents résultats et pourquoi pas les optimiser. Pour compléter sur comment je fais pour créer ce jumeau numérique et comment je le mets en œuvre, alors il y a deux cas de figure. Vous avez le cas de figure, bien évidemment,
du patrimoine qui est neuf ou rénové et le cas de figure du patrimoine existant, parce qu'on intervient sur les deux. Alors sur le patrimoine neuf, finalement, quand il est construit en BIM, c'est plus simple. On dispose en règle générale, à l'issue de la construction, de maquettes numériques qui vont nous permettre de pouvoir créer le jumeau dans un premier temps. Et dès lors qu'on travaille sur ce qu'on appelle du rétro-BIM, c'est-à-dire du BIM sur du patrimoine déjà existant, à ce moment-là, on va juste d'abord, dans un premier temps, créer les maquettes en modélisant le bâtiment en 3D. Alors la modélisation 3D, on en a déjà parlé, c'est une étape, c'est un élément du contexte du jumeau numérique, c'est loin d'être ce qui définit le jumeau numérique, parce que le jumeau numérique, quand on va le créer, on va d'abord importer des éléments et des données statiques, hein, quand je parle du monde de l'immobilier, c'est-à-dire le bâtiment et les équipements qui composent ce bâtiment. On va d'abord créer ce jumeau numérique autour des données statiques qui le composent. Alors, bien évidemment, la majorité de ces données, elles seront issues des maquettes, notamment des maquettes IFC. Et ça va être la première des étapes. Mais ensuite, on va augmenter ce jumeau numérique. Comment on va l'augmenter? En fait, on va l'augmenter en partant du point de départ, qui est encore une fois, quel est l'usage, quelle est la volonté dans l'utilisation du jumeau numérique par mon donneur d'ordre, qu'il soit propriétaire, qu'il soit gestionnaire, qu'il soit exploitant. En fonction de ces volontés et de ces cas d'usage, qu'on peut mixer bien évidemment, mais en fonction de ça, on va connecter le jumeau numérique aux outils métiers, aux outils dynamiques, quels qu'ils soient. Ça peut être des systèmes de gestion de maintenance type GMAO, des IoT, des GTB. Ah pardon, excuse-moi. Non mais vas-y si tu veux. Ouais. Alors, d'accord, c'est peut-être sur le slide d'après dans ce cas-là, s'il vous plaît. Et effectivement, en connectant ce jumeau numérique, on va pouvoir, aux outils métiers, on va pouvoir créer et apporter de la valeur aux différents intervenants qui interviendront dans l'exploitation du bâtiment. Et du coup, juste une dernière étape sur l'exploitation, parce qu'une fois que j'ai créé mon jumeau numérique, l'enjeu de cette gestion, elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la gestion de ce jumeau et la maintenance de ce jumeau. Donc pour ça, il faut bien évidemment des outils comme des logiciels d'exploitation en BIM, mais également des process et des hommes comme des BIM Data Managers qui seront les garants et les responsables du maintien de ces process et de la donnée dans le temps sur ces bâtiments. Parce que ce qui va faire la valeur de ce modèle, c'est que bien évidemment, la connaissance de ce jumeau numérique, elle soit l'exacte représentation de ce qui se passe sur le terrain. Et enfin, les 2 derniers axes de l'exploitation du jumeau numérique, ça va être bien évidemment l'exploitation optimisée de son patrimoine ou de son bâtiment ou de son équipement. Et enfin, la valorisation aussi de ce patrimoine grâce à sa meilleure connaissance sur tout son cycle de vie jusqu'à sa déconstruction. Donc ça y est, vous nous avez déjà rajouté encore des nouveaux métiers dans le secteur. BIM Manager, ok, je note. Oui, alors effectivement, c'est des nouveaux métiers qui se créent. Il y a des métiers qui sont déjà plus matures sur de la conception, de la modélisation et des BIM Managers qui vont gérer des projets, mais il y a aussi des nouveaux métiers dans l'exploitation autour de la notion de gestion de data dans le bâtiment. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont de plus en plus connectés par des outils qui sont liés au bâtiment ou par des outils des différents intervenants sur des équipements ou les bâtiments. Et cette multiplication d'outils fait qu'on est dans la possibilité soit de perdre complètement l'information parce qu'on va créer une même donnée dans différents outils, auquel cas elle pourra être fausse et on ne saura plus sur laquelle se baser. Et deuxièmement, aujourd'hui, ces outils, s'ils ne communiquent pas, on ne saura pas du coup les valoriser. Et tout l'intérêt du jumeau numérique, c'est derrière de pouvoir traiter une information qui est de qualité. Et pour ça, effectivement, il y a des BIM Data Managers qui sont chargés sur le terrain concrètement d'appliquer des process spécifiques pour le maintien de la donnée dans le temps du bâtiment. On y viendra justement à sa question de qu'est-ce qu'on fait de la donnée récoltée. Du côté logistique industrielle, comment fonctionnent vos outils concrètement? Peut-être Yann. Alors Yann aussi, vous voulez faire passer... il y avait normalement aussi des éléments d'Alfie Technologies qui pourraient illustrer ce que va présenter Yann. Merci. Alors, en attendant que ça se... Ça avait été fourni en amont, me semble-t-il. Hein. Oui. Ouais. Alors peut-être juste pour démarrer, nous on part en général, on va parler du greenfield, hein, qui est le plus simple. Donc le client vient nous voir avec son projet. Alors on va passer sur la présentation d'Alfie Technologies pour arriver sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, nos offres, nos marchés, on l'a présenté tout à l'heure. Hein, donc nous faisons des solutions de stockage automatisé, des solutions pour la messagerie, c'est ça dont je vais vous parler. Et je vais vous parler des solutions de digitalisation que nous avons développées pour l'installation de ces lignes de production. Donc il faut aller sur la slide suivante.
Encore, parce qu'on a déjà parlé de la définition du jumeau numérique. Alors, je voulais juste, je m'arrête une seconde sur la réalité virtuelle, on en a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous savez, en ce moment, il y a une très belle exposition qui s'appelle Éternel Notre-Dame. Vous pouvez, à la Défense ou au Parvis de Notre-Dame, visiter Notre-Dame en réalité virtuelle au XIIe siècle, lorsqu'elle a été construite. Et bien, vous verrez ce que je dis là, c'est qu'en fait, votre cerveau est complètement leurré en fait, par la réalité virtuelle. Donc, vous avez la sensation de vertige quand vous êtes élevé dans le ciel. C'est-à-dire que vous avez l'ensemble de vos sens qui sont trompés par la réalité virtuelle. Et en conséquence, il y a un nouveau champ de pédagogie aujourd'hui qui se développe autour de la réalité virtuelle, parce qu'on s'aperçoit, là, ce que je note, c'est une étude de PricewaterhouseCoopers de septembre 2022, c'est qu'en gros, vous avez des capacités d'apprentissage, de mémorisation qui sont décuplées avec la réalité virtuelle. Donc pour moi, c'est un enjeu clé. C'est autour du jumeau numérique et de nos usages, la réalité virtuelle est complètement incontournable pour que justement on en tire tout le bénéfice dans la sécurisation de l'investissement. Et donc c'est ce que je résume en une phrase. Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, je suis en immersion, j'apprends. Voilà. Donc si on regarde sur la slide suivante, voilà, le jumeau numérique pour Alfie, ça commence par le client qui vient nous voir avec un projet. Et on va faire la modélisation, l'animation de l'implantation. Avec lui, on va l'accompagner et on va faire un co-développement de l'implantation avec le client. Et ce jumeau numérique, en fait, il va nous suivre pendant toute la durée de vie du projet. Il y a une véritable continuité numérique du jumeau numérique, du premier moment de la conception. On va installer les machines dans un environnement, si possible dans un bâtiment qui va servir de base ensuite au plan pour le génie civil. Et ce même plan, ce même jumeau numérique va nous accompagner jusqu'à la formation des opérateurs et ensuite à la maintenance et à l'optimisation de la ligne. Et donc si vous allez sur la slide suivante, voilà, vous lancez les vidéos s'il vous plaît. Donc normalement il y a des vidéos qui se lancent. Non, j'ai l'impression qu'en régie... J'ai pas l'impression. Bon, donc l'idée c'est qu'on est en expérience room et qu'on puisse montrer des cas pratiques, mais j'ai l'impression que ça va pas marcher là. On a quelqu'un qui est allé voir pour nous. On va voir ce que ça donne. Non. Ah non, Mechalux, c'est pas nous, c'est notre concurrent, merci. Vous êtes très sympa. Voilà. Ça y est. Merci. Donc vous avez vu, voilà, l'idée c'est de vous montrer 3 cas différents d'implantation. Que ça soit par exemple pour le déchargement d'un camion avec des transstockers télescopiques, voir quelle est l'implantation qu'on met en place, ou dans des usines, sur des lignes de production, en fait on est capable de simuler le comportement des produits sur nos convoyeurs ou sur nos machines. Donc quand on parle de simulation, on intègre toutes les lois de la physique, issues d'ailleurs, c'est des codes issus du jeu vidéo, pour rendre compte de ce que sera l'usine. Et ce qui est important, c'est que dans cette phase-là, en fait, on va co-construire et co-développer l'implantation avec notre client. On est capable en live de modifier l'implantation en fonction de ce que nous dit le client pour assurer un peu plus d'ergonomie et de facilité de transport au sein de l'implantation. Donc voilà 4 exemples différents de ce qu'on peut faire. Si vous allez sur la slide suivante, toujours dans cette phase très amont, de définition du projet. On parle beaucoup d'industrie du futur. L'objectif dans l'industrie du futur, c'est d'avoir l'opérateur qui est au centre et d'intégrer au maximum son bien-être de manière à ce qu'il s'approprie au mieux l'outil. Et donc il y a un sujet qu'il ne faut jamais négliger quand on fait un projet d'automatisation, c'est intégrer l'ergonomie des postes. Parce que si on autonomatise l'ensemble de la ligne de production et qu'on oublie l'homme, qu'on oublie l'ergonomie du poste de travail, le retour sur investissement du projet ne sera pas atteint. Donc c'est un point absolument clé. Et dans ce cadre-là, on prend l'exemple très concret de Gémeaux, par exemple, qui est venu nous voir parce qu'ils ont lancé un projet d'automatisation
Et ils voulaient s'assurer que les opérateurs allaient correctement intégrer leur nouvel outil de production, se l'approprier et pouvoir travailler de manière concrète. Donc si on fait la slide suivante, en lançant le film si possible, ce que vous voyez là, c'est l'ensemble de l'atelier, si le film veut bien se lancer. Voilà. L'ensemble de l'atelier, il est modélisé avec notre outil. Ce qui nous permet d'avoir une première visite en réalité virtuelle de l'ensemble de la ligne. On peut avoir l'ensemble de l'implantation. Et ensuite, dans le même outil, ce qu'on voit sur la vidéo, on va voir ce que voient les opérateurs quand ils se promènent dans la ligne et ils vont découvrir comme ça leur outil de production. Voilà, donc là, il rentre dans sa ligne et il va découvrir petit à petit sa ligne, son outil de production et son nouvel environnement de travail. Donc on peut, dans ce cadre-là, effectivement intégrer le bâtiment. Et très souvent, c'est d'ailleurs un point important, parce que pour l'opérateur, le bâtiment, les conditions de lumière, c'est super important aussi, quoi, hein. Donc on va l'intégrer dans notre jumeau numérique. Et donc si on fait maintenant la slide suivante, sans rentrer plus dans le détail du film, pour aller rapide. Voilà. Ce qu'on a fait, en travaillant avec les opérateurs et le responsable du projet côté client, en fait, on a travaillé sur l'ergonomie du poste. On a identifié plusieurs technologies en disant finalement, est-ce que les boutons poussoirs doivent être à droite, à gauche, à quelle hauteur ils doivent être situés. Tout ça, on a pu le simuler dans notre outil de jumeau numérique. On a pu valider l'ensemble des visuels, l'implantation des écrans, leur orientation pour vérifier qu'ils étaient dans des conditions d'ergonomie satisfaisantes. Et c'est comme ça qu'on a validé ou infirmé un certain nombre d'hypothèses avec notre client pour finaliser le poste opérateur. Voilà, donc un exemple très concret de ce que c'est que le jumeau numérique et à quoi il sert dans toute cette phase de conception ou de co-conception avec notre client. Et puis, tant qu'on est sur les slides, on va aller jusqu'à la fin. Si on fait les slides suivantes. Vous nous faites la conclusion là, Yann. Non, alors on reviendra là-dessus après. Voilà, je ne savais plus quelle était la dernière slide. Voilà, donc voilà quelques exemples très concrets de l'utilisation du jumeau numérique pour la logistique. Donc si on peut fermer cette slide, on en reparlera après. Merci. Benjamin, vous avez bossé, vous bossez même toujours avec des chercheurs, CEATech pour ne pas les nommer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse du projet, comment vous avez impulsé ça? Et vous avez une vision aussi, quand on a échangé ensemble, vous parliez aussi beaucoup de tout ce qui est ressources humaines. Est-ce que vous... Voilà, je vous laisse nous expliquer un peu, vous, comment vous avez pensé ce sujet-là. En fait, techniquement, tout est parti de notre série de méthodes qui chiffre les prestations qu'on va proposer à nos clients. Et ce service méthode, il personnalise chaque prestation logistique qu'on va proposer avec des process particuliers. Et donc en fait, ils se sont retrouvés dans des situations où faire une simulation ou proposer 2 ou 3 process à un client sur une réponse à appel d'offres qui est parfois très courte, dans un délai très court, c'est un peu compliqué. Donc en fait, on a commencé par essayer de simuler les process qu'on pouvait proposer à nos clients en faisant entrer les données, en injectant les données d'entrée, donc les données de volume que nous donnaient nos clients, ou en tout cas nos prospects. Donc ça, c'était la première étape. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'était de se dire, OK, comment on peut travailler ça et le pérenniser dans toute la vie du projet et ensuite en exploitation. Donc en fait, c'est là qu'avec le CEATech, on s'est mis à réfléchir, à dire, OK, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir, donc c'est comme ça que ça fonctionne techniquement aujourd'hui, il faudrait pouvoir en fait simuler sur une période de temps donnée. Donc c'est pour ça qu'on se dit, on se place éventuellement à la journée, mais bon, on est un peu court en réaction si on fait une simulation à la journée, plutôt à la semaine. Généralement, on a les prévisions d'activité en milieu de semaine pour la semaine suivante. Et puis donc c'est de se dire donc minimum la semaine et maximum l'année pour voir comment on passe les pics d'activité et comment on arrive à déterminer quelles sont les ressources à mettre en œuvre en fonction des volumes à traiter. Et donc alors les ressources, on parlait de ressources humaines, mais c'est aussi les chariots, c'est aussi les consommables. Enfin voilà, ça peut être très très large. Aujourd'hui, le spectre est encore mal défini parce qu'on a énormément de perspectives. Et donc comment ça fonctionne? On va rentrer ces données, on vient injecter ces données d'entrée dans le jumeau numérique. On vient injecter les ressources qu'on souhaite allouer. On vient aussi indiquer les process qu'on va utiliser.
Et en fonction de ça, on vient indiquer quelle période de temps on veut travailler. Et puis on a une molette en fait avec. Je ne sais pas si les éléments que j'avais transmis étaient. Non, c'est pas grave. En fait, on a une table numérique, enfin une table, un écran tactile devant nous avec une technologie RFT qui permet de tourner une molette et donc de voir le déroulement de l'activité sur la période choisie. Et puis donc devoir se déplacer, enfin en tout cas en simulation de déplacement du personnel ou des éléments. Et puis ensuite, on arrive à récupérer en fait les alertes ça peut être des alertes de demande de réappro, des ressources surchargées, enfin voilà, toutes les données de sortie qu'on va pouvoir visualiser. Vous vouliez rebondir, Yann? Je vous vois. Non. Mais alors, on l'a évoqué tout au long de vos différentes présentations, mais j'aimerais bien qu'on revienne très précisément sur ce que chacun de vos jumeaux numériques, on va dire, vous avez chacun le vôtre, apporte à vos clients. Vraiment, si on devait lister tous les apports que ça peut avoir. Et après viendra aussi la question de est-ce qu'on ne devrait pas tous avoir tout un ensemble de jumeaux numériques tout au long de la supply chain. Mais ça, c'est... C'est pas simple à répondre à cette question parce qu'il y a encore beaucoup de nos clients qui se la posent. Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose ? C'est comme beaucoup avec le numérique en général, on ne sait pas que ça va nous servir et une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Et je crois beaucoup à ça. Hein. On vous aurait dit avant d'avoir votre téléphone portable à quoi ça va servir de pouvoir téléphoner en mobilité. Vous n'auriez pas imaginé ce qu'on faisait avec ce téléphone portable aujourd'hui. Donc il y a vraiment... la première chose que ça apporte, c'est clairement une facilité de comprendre les choses, ça c'est évident. Mais c'est loin d'être la seule et c'est peut-être certainement pas le plus important. Ce que ça va apporter de plus important, c'est clairement l'exploitation de la donnée. Et quand on le dit, c'est encore flou. C'est encore flou l'exploitation de la donnée. Mais alors il y a des exemples dans le bâtiment qui commencent à se rendre tangibles puisqu'on a fait l'expérience cet hiver dans beaucoup de bâtiments. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous. C'est qu'on nous a dit qu'il fallait faire 10% d'économie d'énergie. Et ben, ceux qui avaient la donnée exacte de là où l'énergie était consommée dans leur bâtiment, je peux vous assurer qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise pour savoir si ça allait être possible. Et ça, c'était 10%. En fait, c'était très facile à faire si on sait exactement ce qu'on doit faire. Et quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, quand on n'a pas le retour d'information même de l'utilité de nos actions, c'est beaucoup plus difficile. Et il y a une quantité d'informations en exploitation qui peuvent être vraiment très utiles, dont on n'a pas encore conscience, je pense. Oui, alors là où tu as raison, Marc, et je te rejoins entièrement, c'est qu'on est sur un marché de toute façon qui est émergent. Comme le marché est émergent, il y a encore des ROI à construire et à trouver. Par contre, aujourd'hui, nous, on a cette chance, c'est qu'on a été des pionniers dans le jumeau numérique. Ça fait maintenant 7 ans qu'on a des jumeaux numériques en exploitation et on a 6 millions de mètres carrés déployés chez des clients aujourd'hui. Donc sur 6 millions de mètres carrés, on a réussi à ressortir aujourd'hui des REX chez chacun de ses clients. Ce qui est à noter, et pourquoi c'est une question difficile, c'est qu'en fait, le ROI qu'on va vouloir calculer, il va vraiment dépendre de l'usage et de la fonctionnalité de ce jumeau. Très simplement, c'est qu'on soit propriétaire et qu'on décide de passer l'ensemble de son patrimoine en digital, on va avoir des intérêts qui vont être vraiment financiers sur de la valorisation, l'amélioration de son taux de capitalisation, etc. Et là, aujourd'hui, on a des exemples très concrets qui prouvent que le jumeau numérique et le fait de maîtriser son patrimoine nous permet d'optimiser cette valorisation financière de son patrimoine. Dès lors qu'on va être dans la sphère de la gestion immobilière, des AM, des PM, on va pouvoir travailler sur de l'usage de la fonctionnalité associée à cette vocation-là. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est pareil dans ces métiers. Et là, il y a des études très précises qui le montrent. C'est qu'une donnée non maîtrisée, elle génère X temps de plus à retrouver chez tel ou tel opérateur. Et de ce fait, on va avoir des ROI qu'on peut calculer au besoin en fonction de cette typologie d'acteurs. Et encore une fois, il y a d'autres ROI à trouver sur des exploitants multitechniques, par exemple. Là, on sait très bien qu'un technicien de maintenance va voir son travail facilité s'il arrive à retrouver sa documentation, la gestion de ses consommations via sa GTB, via ses GMAO et les comptes rendus de ses rapports d'intervention directement au travers d'un seul et même outil qui va désiloter la fonction d'utilisation de l'ensemble des logiciels du bâtiment. Donc encore une fois, la question elle est très vague, très vaste, pardon. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver des intérêts
en fonction de qui on est et de où on se place. Mais des ROI, on en a, nous, aujourd'hui. On a toute une batterie qu'on ne va pas forcément déployer maintenant. Mais effectivement, on commence à en avoir. Ça reste un marché émergent. Et là où je rejoins Marc, c'est qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas encore complètement les usages de demain. C'est-à-dire que tous les jours, on en invente et tous les jours, on en imagine encore. Hein. Et ceci dit, si on construit un jumeau numérique sans savoir à quoi il va le servir, c'est peu probable qu'il soit très utile aussi. Alors, moi, je vais être un peu plus affirmatif sur le sujet. Ça, on développe des jumeaux numériques depuis 8 ans maintenant. Donc, on ne fait pas une seule ligne chez nos clients sans son jumeau numérique. Le retour sur investissement, il est, au moment de l'investissement, il est double. D'abord, il y a un temps de développement qu'on a réduit d'à peu près de 20 à 25%. Et aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Quand le client décide d'investir dans de nouvelles lignes, en général, il met beaucoup de temps pour décider son investissement. Mais une fois qu'il a lancé l'investissement, il aimerait avoir la ligne le plus rapidement possible. Et le jumeau numérique et son utilisation qu'on fait pour valider les implantations, l'ergonomie, mais également simuler les flux et ensuite émuler tous les programmes automates, parce que tous les programmes automates de nos lignes, on les émule sur le jumeau numérique et on vérifie que toutes les stratégies qu'on a mis en place fonctionnent réellement avec les throughputs attendus. On gagne 25% de temps de développement sur une ligne, sur un stockage automatisé qu'on va installer chez notre client. Donc premier retour sur investissement pour nous comme pour le client. Le deuxième retour sur investissement, si je parle juste du jumeau 3D, c'est en effet le fait que vous avez ensuite la courbe, la montée en charge de l'installation, une fois que l'installation est installée. La montée en charge, elle dépend de la maturité des machines et de la programmation, mais elle dépend aussi de la capacité des hommes à utiliser l'outil. Et vous savez bien, pour ceux qui ont mis en place des outils mécanisés, automatisés chez vous, que le temps de formation, d'appropriation par les opérateurs, il est très important dans la montée en production du système. Et tout le temps qu'on investit en amont avec les opérateurs pour les former sur la ligne, c'est du temps de gagner et c'est du ramp-up en plus. Et le ramp-up, on l'a diminué de 30% à peu près. Donc on a un ramp-up qui est largement... Pop. Voilà les deux retours sur investissement qu'on a sur le jumeau numérique, donc sur le 3D dont on parlait tout à l'heure. Et puis le troisième retour sur investissement, il est dans l'utilisation des données. Sur l'utilisation des données, donc nous on utilise des jumeaux numériques dans la logistique, mais également dans les outils dans la production. Donc remonter des informations, maintenance prédictive de nos installations. Aujourd'hui, on est capable sur des process continus de gagner on a gagné 15% sur nos consommations énergétiques uniquement en travaillant sur la base des données qui sont remontées dans notre jumeau numérique. Donc aujourd'hui, c'est des outils qui sont relativement matures, il me semble, et qui ont leur place économique sur des systèmes automatisés. Oui, quant à moi, je rejoins complètement Yann sur l'utilisation, les cas d'application et les intérêts du jumeau numérique. Le premier, c'est un avantage commercial parce que ça nous permet de mieux vendre nos prestations et nos propositions de valeur. Le deuxième, c'est sur la partie projet opérationnel avec la montée en charge. Ça nous permet de simuler comment on va pouvoir gérer le déménagement d'activité, la montée en charge, le démarrage, etc., qui sont quand même toujours des périodes assez tendues. J'ai géré quelques projets chez Logs, donc je sais de quoi je parle. C'est souvent ces périodes-là qui sont vraiment clés. Donc plus on peut avoir d'outils pour simuler et anticiper les problèmes, et mieux on se porte. Et puis ensuite sur la partie exploitation, parce que ça va nous permettre d'aller répondre positivement à un client quand on a une augmentation de charge. Voilà, par exemple, un client qui nous dit cette année je vais faire un gros Black Friday, j'ai besoin de savoir comment va se comporter l'activité, est-ce qu'il faut des locations de chariots supplémentaires, des terminaux de prélèvement supplémentaires, est-ce qu'il faut passer par de la location, du travail par intérim, etc. Tout ça, on sera capable de l'anticiper. Je pique un micro, désolé. Il y a deux autres sujets. Alors, il y en a un on est passé dessus assez vite, mais qu'est-ce qu'on... Derrière tout ça, il y a beaucoup de données, beaucoup de data. Nicolas, vous en avez parlé. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on la gère ? Et comment on fait pour que ce soit optimisé ? Alors là aussi, c'est une question vaste, merci. Alors,
Effectivement, la donnée, c'est l'enjeu central du jumeau numérique dans l'immobilier. C'est-à-dire que la 3D, c'est une composante importante, certes, et on en a parlé sur la plus-value que ça pouvait apporter, sur de la contextualisation, de la formation, etc. C'est important, mais le jumeau numérique, il ne faut surtout pas le réduire à cette dimension de 3D. Parce que ce qui est très important dans la phase d'exploitation, ça va être le traitement de la donnée. Aujourd'hui, sur le cycle de vie d'un bâtiment, on a une grosse capitalisation de données au moment de la conception et de la construction de ce bâtiment. Malheureusement, il y a un échec qui se passe complet au moment de la transition en exploitation, une perte de connaissance maximale à ce moment-là et une difficulté de recomposer cette connaissance liée au bâtiment et au patrimoine parce que on a des prestataires qui changent, on a des intervenants qui changent, on a des documents papier qui se perdent, qui ne sont pas mis à jour. Ça, c'est ce qui se passe en exploitation aujourd'hui et c'est vraiment concret. Et tout l'intérêt du jumeau numérique, justement, ça va être d'arriver à maintenir la donnée. Alors, j'en arrive seulement maintenant à la question, c'est en quoi ça consiste le traitement de sa donnée. J'en ai parlé un peu brièvement tout à l'heure. C'est un triptyque, hein, le BIM d'exploitation, qui est un processus d'amélioration continue de la donnée dans le temps. Le premier de ces triptyques, ce sont des process. Les process, c'est vraiment quelque chose de spécifique en fonction, encore une fois, de l'utilisation et de l'usage qu'on va faire du jumeau numérique et de ce qu'on veut maintenir dans le temps. Et ces process, ils doivent être déterminés au démarrage de l'exploitation en BIM ou à la conception de ce jumeau numérique. Et ces process vont régir la manière dont on va devoir et dont tous les intervenants autour du bâtiment vont devoir maintenir cette donnée dans le temps. Le deuxième pilier de ce triptyque, ça va être l'outil. Bien évidemment, c'est un choix qui est important. Quel outil je choisis pour faire mon exploitation autour du jumeau numérique qui va me permettre de maintenir et d'appliquer mes process. Et le troisième triptyque, c'est des hommes dont on a parlé tout à l'heure et des profils nouveaux qui émergent et qui ont pour vocation et pour rôle justement de structurer cette donnée et de pouvoir la maintenir. Maintenant, ça, c'est les piliers théoriques, on va dire, de l'exploitation en BIM et autour du jumeau numérique dans le bâtiment. Maintenant, forcément, il y a des enjeux. Yann en a parlé un petit peu tout à l'heure et c'est un enjeu qui n'est pas du tout négligeable, c'est la sécurité de cette donnée et de cette information. Et donc tout ça demande un traitement vraiment très spécifique. Et ensuite aussi derrière, c'est comment j'architecture cette donnée, comment je la structure pour derrière pouvoir l'historiser et la mettre à disposition des différents intervenants qui vont devoir exploiter et mettre en musique ces données, ces informations. Et là, pour le coup, là encore, ça repose sur ces trois domaines dont j'ai parlé tout à l'heure, les process, l'outil, les hommes, qui vont permettre justement de cadrer et d'encadrer la maintenance de ces données, le traitement de ces données dans le temps. Vas-y, Yann. Alors pour compléter, comme je le disais tout à l'heure, les données ne nous appartiennent pas, mais notre responsabilité, c'est de les sécuriser. Donc les données, elles sont remontées dans un cloud. Vous avez trois possibilités. Soit vous les hébergez dans vos propres serveurs, soit vous les hébergez sur un cloud extérieur que nous gérons. Et ça peut être soit un cloud hébergé en France, moi c'est ce qui a ma préférence, type OVH, soit pour certains, parce que dans des grands groupes, on n'a pas le choix, on travaille avec Azure, parce que tout le groupe travaille avec Azure. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est le type de cloud, hein, qui est un élément de sécurisation. Mais derrière, il faut s'assurer que les process sont sécurisés selon la norme 27001. Et vous avez un certain nombre de tests qui doivent être de robustesse des données qui doivent être menées. Hein, et donc nos solutions sont régulièrement checkées. Alors vous avez l'OWASP ou Calis hein, qui émettent des certificats et qui s'assurent que les données sont correctement protégées et robustes et que donc ce sont des données d'exploitation, donc avec un secret industriel, et elles sont correctement protégées. Et pour moi, c'est essentiel de donner ces garanties à nos clients. C'est parce que nos clients nous confient leurs données et donc il faut s'assurer qu'on respecte les règles de l'art en la matière. Donc voilà ce que je peux vous donner de manière très concrète sur les tests qu'il faut réaliser et l'architecture. Juste pour compléter, Yann, effectivement, il y a un enjeu dès lors qu'on parle de on-premise ou d'hébergement sur des serveurs. Je te rejoins là-dessus sans aucun problème. Mais même, quelle que soit cette configuration, même on-premise, ce qui est important, c'est aussi de choisir la technologie qui va vous garantir cette sécurisation des données-là. Et je vais prendre un exemple tout simple, c'est que dès lors qu'on va parler de moteur 3D, on va avoir plusieurs solutions qui vont pouvoir apparaître sur le marché. Nous, par exemple, avec Marc, on utilise nos moteurs 3D, on est maître de notre technologie et ce qui fait qu'on est capable de garantir le fait que la donnée ne parte jamais en dehors
de l'environnement client ou de l'environnement désiré par le client, ce qui n'est pas le cas forcément des technologies, et notamment des technologies étrangères, on va dire, qui ne peuvent pas forcément garantir cette sécurisation sur la donnée. Donc je te rejoins, et ça vient compléter le fait que même en on-premise, il faut être vigilant aux technologies qu'on va utiliser pour visualiser l'information. Benjamin, vous, la donnée récoltée, elle sert clairement à optimiser les process. Oui, alors en fait, l'objectif, c'est de pouvoir sortir des indicateurs, des KPI, et puis derrière, d'aller reparamétrer un jumeau numérique pour revérifier la simulation, et puis de donner des informations pour ensuite passer sur la réalité concrète, quoi. Alors, dernier point, avant qu'on passe aux questions, on en est tous venus un peu à une conclusion quand on a échangé. C'est qu'il y avait un aspect un peu RSE quand même au jumeau numérique finalement, parce que on va pouvoir faire évoluer le bâtiment, les consommations d'énergie, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Est-ce que ça peut apporter véritablement un atout sur ce sujet-là? Alors, je dirais, si on fait abstraction de l'empreinte carbone du digital, qui est quand même non négligeable, hein, donc ça ne sert à rien non plus de stocker des milliards de données si on n'en fait rien. Donc il faut être vigilant dans ce sens-là aussi. Avec cette précaution oratoire, je dirais que c'est vraiment la partie IoT, remontée de données et optimisation des process qui va permettre, là, qui a un vrai sens. Donc autant le jumeau numérique 3D, ça permet de sécuriser le CAPEX et son ramp-up. Je dirais pas, là je pense pas qu'il y ait vraiment d'empreinte RSE notable. En tout cas environnementale, mais sociale, oui. Alors si, on peut quand même venir sur le social, parce que la prise en compte de l'homme, de son outil de travail, de son bien-être, elle est essentielle. Et donc en tant qu'industriel, s'assurer que cette prise en compte est efficace, c'est pour moi absolument incontournable, et le jumeau numérique permet d'associer l'opérateur et de remettre l'homme au centre de l'usine. Donc c'est pas que des 20 mots, c'est pas juste un slogan, c'est très concret quand on fait le genre d'outils de workshop qu'on a montré avec Gémeaux, hein, où on travaillait sur l'environnement de travail de l'opérateur. Donc l'aspect social, RH, pour moi il est pris en compte à ce niveau-là. Et après l'aspect purement environnemental, là c'est ce qu'on disait, que ce soit dans le bâtiment ou sur les lignes de production, c'est la capacité à optimiser de manière régulière le process de production, le process logistique, s'assurer que les moteurs consomment la bonne énergie, que l'énergie électrique n'est pas gaspillée par des process mal optimisés. Là, je pense qu'il y a un véritable retour sur investissement. Et alors, de manière très simple, hein, on a, y compris sur des lignes déjà existantes, on a installé nos solutions IoT, donc le jumeau numérique dans sa version analyse de données. J'ai systématiquement des retours sur investissement inférieurs à 12 mois. Parce que y a des gains insoupçonnés en termes de consommation énergie ou de consommation de fluide que les clients n'imaginent pas et qu'on arrive à détecter avec nos outils et de manière assez systématique. Donc il y a un effet de levier qui est certain et on n'est pas capable de le garantir au départ. Souvent, on nous dit garantissez-moi que j'aurai au moins 15% de réduction d'énergie. Non, on ne peut pas le faire parce qu'il faut rentrer dans le détail de l'analyse. Mais le résultat est le même. À la fin, on obtient entre 15, 30, parfois 50% de gains dans certains cas les plus optimisés. Mais il y a véritablement un gain et donc aujourd'hui, c'est un must-have dans nos centres logistiques avec le coût de l'énergie qui explose et puis l'empreinte CO2 qu'il y a derrière. Ouais, je suis assez d'accord. Et pour ajouter, dans l'immobilier, en plus, nous, au moment de la conception, on a souvent des contraintes qui sont contradictoires. On veut un bâtiment qui est très éclairé, mais on veut qu'il ne soit pas carboné. Donc ça veut dire que on ne veut pas trop de vitrage non plus, parce que celui-là, il est très carboné. Et puis en même temps, on veut un bâtiment qui est performant pour le confort en été, mais qui ne laisse pas la chaleur. Et en fait, tous ces calculs, on les fait tous en même temps dans un modèle numérique. Et ça donne juste l'opportunité d'être plus précis sur la gestion des compromis, parce qu'il y a des compromis à faire. Et surtout, ils sont synchronisés au modèle. Donc on va changer le modèle, on va faire une deuxième version du bâtiment, on aura l'ensemble des résultats qui arrivent. Et ça permet vraiment d'être plus précis dans la conception. Et puis idéalement, effectivement, dans l'exploitation, on va confronter le modèle qu'on avait prévu théorique avec ce qui est mesuré, et là aussi on est capable effectivement de détecter des erreurs. Et on dit toujours mesurer, ça veut dire bien mesurer, c'est faire 10 à 20% d'économie.
pareil, on ne peut pas le garantir, mais on le vérifie à chaque fois. C'est assez vrai ça. Et moi, je voyais aussi, donc effectivement, toute la partie consommation d'énergie. On demande aujourd'hui, je pense que Marc, vous devez le vivre, au propos d'être équipé de panneaux photovoltaïques. On travaille ensemble sur un démonstrateur sur des éoliennes de toit aussi. Et nous, de notre côté, on pourrait très bien se dire, bah voilà, notre activité, c'est plutôt une activité de jour. Les chariots, alors donc du coup, la création d'énergie avec les panneaux photovoltaïques, c'est plutôt le jour, mais le rechargement des batteries des chariots, c'est plutôt la nuit. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait simuler la consommation d'énergie par rapport à la production d'énergie et donc du coup décider est-ce que le site peut travailler de façon autonome et donc utiliser l'énergie qu'il a générée ou alors est-ce qu'il faut passer par une revente dans le réseau public parce que il y a un écart entre le moment où on crée l'énergie et où on utilise l'énergie. Enfin voilà, donc c'est toutes ces simulations qu'on pourrait imaginer de faire et puis se projeter sur ses consommations et rachats, etc. quoi. Bon, on l'a vu, c'est vaste. Je reprends votre mot. Donc, il y a plein de perspectives en cours. Juste un tout dernier tour de table avant qu'on passe aux questions sur vos projets en la matière, un peu de prospective. Benjamin, du coup, vous, c'est un projet sur lequel vous bossez depuis pas mal de temps maintenant. C'est quoi les prochaines étapes ? Alors là, en fait, tout le modèle de données a été réalisé. Le démonstrateur, il a été livré, on sait qu'il fonctionne. Nous, on l'a travaillé avec une entreprise qu'on a créée de toutes pièces, mais qui fonctionne en simulation avec l'ensemble des process qu'on a dans nos entrepôts et pour nos clients. Maintenant, l'idée, c'est de sortir les bons KPI et de regarder comment on peut tourner, pas en boucle, mais plusieurs fois sur la simulation pour aller chercher le bon process et les bonnes ressources à allouer à une activité. Et puis après, l'objectif, ce sera d'aller le déployer sur une activité modèle pour qu'on puisse la vérifier dans la réalité, quoi. Moi, je vous le disais, ça fait 8 ans qu'on fait des jumeaux numériques. Mais je pense qu'il y a une forme de conservatisme dans les industries. Qui est naturel parce que ce sont des outils de production, hein, donc il y a toujours une phase d'appropriation douce des technologies. Donc moi, la prospective, c'est maintenant un développement, un déploiement relativement fort de ces technologies qui, je le rappelle, sont des technologies matures. Ce qui manque, c'est encore le degré d'appropriation par les clients industriels, logisticiens de ces technologies. Mais les technologies sont matures, avec des acteurs bien implantés. Et je pense qu'il faut accélérer le mouvement aujourd'hui parce qu'il y a aussi une demande sociétale des opérateurs. Il y a une demande sociétale de limiter les empreintes au sol, de limiter les empreintes environnementales. Les outils sont aujourd'hui à disposition et relativement matures. Donc pour moi, on est dans une phase d'accélération et de déploiement de ces technologies. Encore une fois, technologie relativement mature. Et même dans le bâtiment, c'est mature parce qu'en général, le bâtiment a quand même une dizaine d'années de retard sur l'industrie. Peut-être qu'on comble un petit peu, mais le jumeau numérique, il est aussi mature. Et je ne l'aurais pas dit il y a 5 ans, mais il est mature dans le bâtiment également. Ce qui est peut-être moins mature, c'est d'avoir un seul et même jumeau numérique sur les process industriels et sur le bâtiment, parce qu'on a encore deux mondes qui évoluent en parallèle et qui n'ont pas toujours beaucoup de facilité à se parler, c'est vrai. Et juste pour compléter sur le monde de l'immobilier, ça bouge beaucoup partout dans le monde et partout en Europe. Nous, par exemple, on va se déployer sur 10 pays européens dans les 3 ans à venir et on triple notre chiffre d'affaires tous les ans. Donc on voit qu'il y a une vraie appétence aujourd'hui du marché qui résonne non plus sur des pilotes. Il y a 3-4 ans, on réfléchissait à des échelles et des dimensions de pilotes sur un bâtiment, sur un site. Aujourd'hui, on a des conceptions beaucoup plus globales à des échelles patrimoniales. Et effectivement, pourquoi on est dans ce changement de cap, c'est que finalement, la maturité aidant, comme le disait Yann, les jumeaux numériques sont déployés, que ce soit sur du process ou sur du bâtiment, sont déployés depuis 7, 6, 8 ans. Et au final, on a maintenant des vrais REX et des vrais ROI qui permettent de se dire que le changement est quasiment obligatoire de par le changement qu'on vit aussi dans notre société. Merci à tous les quatre. On a gardé quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'arrive. Je vous le passe après. Est-ce que vous présentez avant ?
Bonjour, merci, je suis Diko Mariam Diallo du cabinet BP2R. Donc c'est un cabinet de conseil dans l'optimisation du transport, que ce soit au niveau CO2, niveau coût ou qualité de service. Et ma question, c'est plus une question de compréhension. Merci déjà pour toute la conférence. C'est notamment dans l'industrie, qu'est-ce qui différencie le jumeau numérique des logiciels de simulation de flux comme Arena par exemple, et le parallèle dans l'immobilier. Qu'est-ce que ça a comme valeur ajoutée en plus de tout ce qui est logiciel d'architecture, tout ce qui est AutoCAD, Archicad, qui existe depuis plusieurs années maintenant. Donc est-ce que vraiment ça a une réelle valeur ajoutée et si oui, quelle est-elle? Merci pour cette question. En fait, les logiciels de simulation, en général, ils n'intégraient pas un certain nombre de lois physiques, ils n'intégraient pas forcément le 3D des machines, on s'intéressait uniquement au throughput. Le jumeau numérique propose une version améliorée de la simulation, il intègre la simulation, mais il fait une vision, il a une proposition améliorée puisqu'il intègre la conception mécanique, mécatronique des machines. Donc dans le jumeau numérique, vous pouvez voir la machine au boulon près, vous pouvez vous amuser à démonter des moteurs, à faire tourner la machine, à la maintenir. Vous pouvez ensuite émuler les vrais programmes automates, ce que fait pas le logiciel de simulation, pour voir comment la machine va se comporter. Vous pouvez faire la simulation en fonction des données intrinsèques de la machine, donc de ses vitesses, de ses accélérations, etc. Et puis ensuite, vous pouvez faire la formation. Donc en fait, le jumeau numérique, c'est une vision un peu plus... voilà, c'est simulation au cube, quoi. Peut-être la différence pour moi, en tout cas, entre un jumeau numérique et une maquette Archicad, ou alors AutoCAD, c'est même pas une maquette, c'est la capacité à discuter dans le monde numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est une maquette qui peut venir d'Archicad, mais on la met dans un logiciel qui la rend accessible au reste du monde numérique, accessible à aller lire des capteurs, accessible à transmettre les données à une GMAO, accessible à créer un dashboard pour avoir sa consommation énergétique précise. Voilà, c'est ça la grande nouveauté, je trouve. Justement, j'avais une question. Vous avez commencé à dire que l'un des enjeux, c'est l'enjeu d'interopérabilité. Et lorsque vous avez présenté votre projet, vous avez pris l'exemple d'un projet Greenfield. Donc la question, c'est quel est votre retour d'expérience sur les projets Brownfield, où on a besoin d'intégrer une ligne de production dans un bâtiment qui est déjà numérisé? Et puis la question aussi avec l'intégration avec GMAO, est-ce qu'on a finalement tendance qui est intégrer les données de flux, de capteurs, de data plutôt dans le jumeau numérique, ou bien est-ce qu'on a tendance d'intégrer les jumeaux numériques à l'intérieur de GMAO? Je vais pouvoir répondre. Alors, en ce qui concerne les projets Brownfield, vous avez deux cas de figure. Soit l'industriel a déjà les plans de son bâtiment et puis on va les intégrer et on va intégrer la ligne avec ces bâtiments. Mais dans certains cas, ce n'est pas complètement suffisant et puis la ligne, le bâtiment a évolué. Et donc ce qu'on va faire, et c'est ce que fait, je pense, Nicolas, je sais pas, tu pourras me compléter, on va venir scanner l'ensemble du bâtiment et réintégrer les nuages de points pour s'assurer je dirais, des espaces disponibles. Et lorsqu'on scanne un bâtiment, voilà, moi j'ai scanné mes bâtiments pour faire le test. En une journée complète, j'avais scanné mes 10 000 m² avec l'ensemble de mes machines. Donc ça me donnait des jumeaux de points et des états de surface. Hein, et donc après, je pouvais implanter mes nouvelles machines là-dedans. Voilà, donc c'est un des axes, une des technos qu'on peut livrer. Donc ça, c'est pour le premier niveau de réponse. Est-ce que tu veux compléter ce premier niveau ou je passe à la GMAO d'abord ? Voilà. Et donc la GMAO, en fait, le problème aujourd'hui, tu parlais très bien du fait qu'on a différents logiciels qui ne parlent pas forcément entre eux. Nous aujourd'hui, quand on développe nos solutions, elles s'appellent Alfie News. En fait, on va récolter les données de l'ERP, les données des automates, dans certains cas les données de la GMAO, mais en fait, quelque part, on va intégrer nous-mêmes la GMAO. Pourquoi ? Parce que si la GMAO, ça consiste à se dire il faut que je fasse une opération tous les 6 mois, c'est pas très utile. Ce que permet de faire la remontée des capteurs, c'est de faire une maintenance à l'heure près ou à la minute près, d'une part, ou alors en fonction d'indicateurs d'une panne potentielle.
Donc on va faire de la prédiction. Et donc là, c'est ce que ne fait pas la GMAO aujourd'hui. Ou alors si elle l'a fait, ça devient un outil qui est un peu différent, qui est ce qu'on pourrait appeler un jumeau numérique. Le jumeau numérique, c'est un concept. Hein. Derrière, il y a plein de logiciels qui font plein de choses différentes. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à une GMAO classique, qui récupère que quelques éléments de notice des machines, là, en fait, on va récupérer des données qui viennent de différents logiciels qu'on va mettre dans un même univers et sur la base desquels on va pouvoir ensuite enrichir la prise de décision du responsable de maintenance. Pour compléter ce que dit Yann, alors là après c'est des conceptions et des philosophies aussi qui vont changer en fonction des acteurs qu'on va pouvoir retrouver sur le marché. Encore une fois, on est sur un marché émergent, donc il y a des visions qui se confrontent et qui se détachent aujourd'hui, c'est clairement. Après, ma conception, notre conception chez Stéréographe, on a beaucoup parlé des process autour du BIM d'exploitation du jumeau numérique et des interconnexions qui sont très importantes. Encore une fois, le jumeau numérique augmenté, ça a beaucoup plus de sens qu'un jumeau numérique statique. Par contre, notre conception, c'est de dire que ces process et ce fonctionnement ne doivent pas imposer les process clients. Et quel qu'il soit, hein, que ce soit encore une fois un jumeau numérique porté par un propriétaire ou un jumeau numérique porté par un exploitant. Et tout l'objectif, c'est que justement, on vienne se fondre dans l'écosystème digital du client et dans les process du client. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir en amont sur l'usage et la fonctionnalité du jumeau numérique pour qu'après, on puisse trouver le bon schéma, la bonne architecture digitale dans laquelle on va venir interconnecter le jumeau numérique. Une fois que j'ai dit ça, je ne vous ai pas donné de réponse et je ne vous ai pas dit vaut mieux faire ceci, vaut mieux faire cela, mais parce que justement, il y a toutes ces possibilités et aujourd'hui, il n'y a pas un modèle, il y en a autant que de finalités et d'objectifs de clients. Par contre, en règle générale, effectivement, le jumeau numérique aujourd'hui, c'est la tendance qui se dégage, va porter le référentiel chez le client. Et de ce fait, effectivement, c'est lui qui va pouvoir, de par sa fonction même d'interopérabilité, faire communiquer les différents systèmes. Tout l'objectif d'interconnecter un jumeau numérique à une GMAO, c'est pas simplement d'avoir le lien bidirectionnel entre un outil et un autre, c'est aussi de pouvoir faire communiquer au travers du jumeau numérique une GMAO à un autre outil. Et c'est en ce sens que le jumeau numérique fait office quelque part de configurateur de la donnée d'un outil à un autre et c'est lui qui va casser les silos. Mais encore une fois, il n'y a pas de réponse type, c'est en fonction du besoin et en fonction de l'attendu du client. Bon, je suis désolée, je vais devoir couper court, il est 16h et ça enchaîne derrière. Donc, merci beaucoup à tous les quatre pour vos expertises et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.